Eh bien, salut à toutes les barbus et à tous les barbus. Encore une fois de plus, je vous souhaite une excellente année 2025. Je pense que on fera pas pire que 2024, ça c'est certain, donc c'est plutôt engageant. Tout le meilleur et surtout la santé pour tous ceux qui nous écoutent et encore merci de votre fidélité. Aujourd'hui, on a un programme un peu chargé avec notamment un invité pour la première fois, donc j'ai quelqu'un en interview dans l'émission. On verra ça plutôt vers la fin de l'émission. On va commencer tout de suite avec les séquences habituelles, et notamment la séquence jeu de rôle. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça va se voir, mais j'arbore l'œil, alors c'est par ici, l'œil du tribunal. Le tribunal voit tout, le tribunal surveille, le tribunal dénonce. Et pour ceux qui s'en souviennent, on va reparler de ce fameux jeu de rôle sorti chez les 12 singes il y a plus d'une quinzaine d'années apparemment. Chaos 1795. Pourquoi on en reparle? Eh bien, je vous invite tout de suite à aller sur le net, puisque l'illustrateur, donc Anthony Boursier, qui avait grandement participé à la création de ce jeu, donc il y a 17 ans, et donc il avait créé avec la complicité de Franck Place, Monsieur les 12 singes. Donc avec Sébastien Sellerin à l'époque, Claude Guéant, Florent Cotella, Grégoire Lachmann, Fabien Clavel notamment. Et Anthony Boursier et Sébastien Sellerin se sont remis au travail pour Chaos 1795. Et il nous offre donc une suite. Donc j'avais quelques informations là-dessus. C'est Chaos 1795, donc c'est toujours la date qui est gardée, donc post-révolutionnaire. Et ça s'appelle la deuxième constitution. Donc là on voit pas très bien à l'écran. La deuxième constitution, peut-être que je peux augmenter, non. Par ici. Oui, voilà. Et ça s'appelle ça ira, donc on verra bien. Les informations que j'en ai, c'est que ça se passe à la suite donc des événements de Chaos 1795, le livre de base. On a pour seule information, donc pour l'instant, ce visuel avec, je suis pas très fan, je vais vous le dire, il y a toujours l'œil en question. Mais je suis pas très fan du compas et de l'équerre, à voir ce que cela va donner dans le traitement, dans le background. Et puis on voit qu'il y a des masques ici aussi de anti-pestilentiel, donc voilà, ça nous promet peut-être du confinement, je ne sais pas. Dans le jeu il y a toujours la cocarde révolutionnaire, donc voilà, rendez-vous donc prochainement, peut-être en 2025 pour cette sortie de Chaos 1795. On ne l'attendait plus, ou plus ou moins. Donc Sébastien Sellerin m'avait donné quelques petites informations, et notamment le système de jeu. Donc ce ne sera plus le DK système qui était utilisé à l'époque. Ce sera le moteur Apocalypse, que je ne connais pas, donc je sais qu'il est assez clivant, ce système. J'ai essayé de regarder, j'ai pas compris grand chose, donc j'ai survolé un petit peu cette mécanique. Si vous avez des critiques à faire en commentaire là-dessus, n'hésitez pas. En tout cas, on attend ça chez les 12 singes de pied ferme, on espère cette année. Qu'est-ce que je peux vous montrer également, c'est que il y a aussi Anthony Boursier, donc, qui est à la tâche, puisqu'il a déjà sur son établi graphique quelques illustrations qui sont bien avancées donc, pour le jeu, donc ça promet. Et puis j'espère vous en reparler très bientôt. N'oubliez pas, donc pour ceux qui avaient le jeu de base à l'époque, il y a aussi toujours le premier, le seul supplément qui était sorti et auquel j'avais participé, qui se passe à Nantes, qui s'appelle La Seconde Terreur. Si vous voulez vous le procurer, pour l'instant il est en PDF sur Drive-Thru RPG. Donc n'hésitez pas, ruez-vous dessus. Et si vous êtes vraiment demandeur, que vous avez besoin, vous avez envie d'avoir votre collection, le format papier original, le premier tirage original et seul tirage
de ce supplément, pas pareil, glissez-moi un commentaire ou écrivez-moi à l'adresse email de l'émission et je pourrais peut-être vous orienter vers une solution pour trouver un peu de stock. Voilà, donc ça c'était la bonne nouvelle pour les fans de la résistance post-révolutionnaire française. J'espère qu'on aura un supplément ou un nouveau jeu en tout cas qui va respecter le background initial. On revient sur la suite des infos pour le jeu de rôle. Et bien le Player's Handbook de Donjons et Dragons 2024 est bientôt disponible, donc en version française bien sûr. Et on a une date, donc souvent Amazon nous livre les dates de publication. Ici ce sera le 31 mars 2025. Mais la précommande est déjà ouverte, donc n'hésitez pas si vous voulez vous le précommander. Allez-y. Alors, quelle critique on peut en faire? Moi, tout ce que j'en ai vu, notamment chez les youtubeurs français et américains, c'est qu'au final, il y a 2 à 3% de différence avec l'édition précédente. Donc 2 à 3% de nouveautés, on va dire, dans ce nouveau recueil. Bon, si vous êtes déjà équipé du manuel des joueurs et que vous jouez depuis déjà un bon bout de temps sur la 5ème édition de Donjons et Dragons, il n'y a pas trop d'utilité à aller se le racheter, sauf si vous êtes vraiment ultra fan de Wizard of the Coast. Mais pour les nouveaux joueurs ou ceux qui voudraient découvrir ce qu'est Donjons et Dragons, allez-y, passez la précommande et puis vous aurez la toute dernière mouture. Des règles, en tout cas versant joueur. On n'a pas encore parlé du guide du maître et du bestiaire qui sortiront plus tard dans l'année. Voilà. Donc pour Donjons et Dragons, bon, pas de surprise, ça suit son cours. On verra pour les suppléments. Alors il paraît qu'en 2025 il n'y aura pas de supplément. Wizard of the Coast va attendre que le jeu se répande sur son triptyque, sur les 3 manuels de règles au cours de l'année, et les nouveaux suppléments des Royaumes oubliés, je pense qu'auront lieu peut-être pour Noël ou en tout cas 2026. On continue avec autre chose que toujours pour la 5E de Donjons et Dragons que j'ai repéré, c'est DM Dave, donc c'est un YouTuber aussi, un créateur de contenu pour la 5E. Il ne fait que ça matin, midi et soir, j'ai l'impression, parce que si vous êtes inscrit à sa newsletter, vous avez le droit presque chaque semaine à un module gratuit de sa part, donc en version 5E. Et là il nous sort un livre qui peut être pas mal intéressant. Notamment moi je suis en plein dans la vibes Ravenloft en ce moment, et c'est le Broadsword Guide to Hunting Werbeasts. Donc c'est le guide pour chasser les lycanthropes et autres créatures garous. J'ai trouvé que c'était pas mal comme sujet. Bon, il n'y a pas que ça dans le recueil, bien sûr. L'idée ici, c'est un pledge, en fait, c'est un financement participatif pour donner vie aux livres physiques. Donc le livre en PDF existe déjà. Le livre physique, comme on le voit ici à l'écran, n'est pas encore existant. Il faut en faire une impression. Donc c'est pour financer l'impression papier du bouquin. Donc dedans on y trouve des règles pour la lycanthropie et notamment pour les joueurs, donc histoire que vos joueurs puissent incarner des loups-garous par exemple. Et il y a 4 aventures basées autour de ce thème. Bien sûr un nouveau bestiaire, des nouveaux monstres, et puis un retour aux racines de Broadsword. Alors Broadsword, c'est en fait le fanzine de DM Dave, donc alias Dave Amric, qui revient donc sur on va dire la manière dont il écrivait le fanzine il y a quelques temps. Donc il en a une douzaine de numéros si je me trompe pas. Enfin bref, voilà, donc vous pouvez participer sur Patreon. Donc si vous y allez, cette tête là, voilà, il faut s'inscrire. Donc vous avez dans un premier temps du contenu gratuit, donc notamment un morceau du livre en lui-même, et donc qui contient la première aventure et les 3 autres aventures pour les niveaux 3, 5 et 8
de vos joueurs. Donc tout ça c'est offert, donc c'est des mini-modules dans lesquels on combat bien sûr des créatures garous. Donc à surveiller, bon c'est en anglais bien sûr, peut-être qu'on aurait le droit à une traduction quelque part, chez un éditeur comme Cobalt Érudit, ça serait pas mal. Donc avoir le contenu du livre en entier. Pour l'instant, ruez-vous sur l'échantillon gratuit, je vous le conseille. Voilà, donc après les jeux de rôle, on parle de quoi? On va parler des jeux de plateau. J'ai dans ma besace, c'est une nouvelle, une usine de fabrication de jeux de société va s'implanter à Nancy, donc ça c'est dans l'Est républicain. Donc le mois dernier je vous avais offert une incursion chez RTL, cette fois-ci on va dans l'Est républicain, donc dans les médias mainstream. Et donc en fait il y a un financement qui a été fait à hauteur de plusieurs millions d'euros de la part de Blue Orange et des Abeilles, qui sont des éditeurs de jeux de société notamment, qui veulent voir le Made in France apposé sur les jeux de plateau et les jeux de société. Alors il faut savoir que les Français, Cocorico, nous sommes les premiers consommateurs en Europe de jeux de plateau et de jeux de société, donc ça s'y prête bien. Sauf que la plupart de toutes ces boîtes de jeux sont créées soit en Pologne, soit en Chine. Puisque il y a la boîte en elle-même, il y a les livrets de règles, il y a des cartes coupées sur mesure, du carton, des dés, des pions, etc., etc. Donc tout ça, l'usine qui est capable de faire tout l'ensemble des postes et des matières qui sont demandées sont très rares, donc il y en a très peu. Et du coup, c'est ce groupement qui se monte à donc à 5 millions et demi d'euros veut concurrencer donc ces usines qui sont habituellement utilisées par les éditeurs classiques que l'on connaît bien dans le monde du jeu de plateau et du jeu de société. Alors moi j'ai une petite crainte, c'est le coût du travail en France, on connaît, c'est pas pareil qu'en Pologne ou en Chine. Donc c'est un sacré défi. Est-ce que ça va tenir la route? On leur souhaite bonne chance. Je vous renvoie vers l'article si vous voulez le consulter, donc toujours comme d'habitude dans la description de la vidéo. On revient face caméra, puisque si vous êtes vraiment fidèle de la chaîne, vous avez pu voir que je vous ai mitonné quelques parties de Rogue Dungeon avec cette petite boîte bien sympathique. C'est un jeu de dungeon crawling qui se joue principalement en solo. C'est pour ça que je me suis procuré pour vous faire quelques vidéos thématiques. Donc à chaque vidéo, j'utilise un aventurier différent qui se rend dans le donjon pour essayer de triompher des différentes salles et des monstres qu'il occupe. Je vous reconseille d'aller voir ces vidéos, et puis je vous reconseille cette petite boîte qui devrait peut-être avoir un financement participatif en février, le mois prochain. C'est des informations un petit peu parcellaires que j'ai, mais il y aura une version française possible en cours de financement, donc le mois prochain. Chez qui je ne sais pas encore, pour l'instant c'est Cerberus Gates Games, c'est basé au Texas, aux États-Unis, donc pour se le procurer, les frais de port sont un peu onéreux, mais j'ai craqué pour Noël, donc je me le suis procuré, donc Rogue Dungeon. Je suis totalement fan, allez voir les vidéos sur la chaîne. Nous en sommes déjà à 4 parties, la prochaine partie ce sera la 5e avec le mineur nain que je vais mettre dans les tuyaux. Voilà, donc toujours au rayon des jeux de plateau, je vais vous montrer aussi, c'est le Père Noël également qui est passé par là avec une grosse boîte cette fois-ci. C'est Dune Imperium Insurrection. Alors je vais vous expliquer, on est bien sur le même jeu que vous connaissez qui s'appelle Dune Imperium, c'est sorti en 2023, j'avais pas vu passer celui-là, en fait c'est une variante du même jeu, chez Lucky Duck Games. En fait donc c'est le même jeu que Dune Imperium avec quelques petites variantes.
En fait, on se situe dans le récit de Dune, juste après la trahison de Shaddam IV, l'empereur, donc c'est-à-dire qu'il redonne la main aux Harkonnen sur Arrakis, et donc Paul Atreides devient Muad'Dib, le fameux messie Kwisatz Haderach, et c'est le thème donc de cette insurrection. Alors que le jeu original, le jeu jumeau, on va dire, se passait avant justement les événements sur Arrakis. Cette fois-ci, donc, on peut jouer les différents personnages, notamment Muad'Dib lui-même, la mère Jessica, Gurney Halleck, voilà, la Dame Fendring, le Shaddam 4, vous pouvez jouer avec le Chaume, qui est une variante des règles en plus. Et on a aussi le Shai-Hulud qui apparaît lors des combats. On perd le manta, par contre, bon, c'est remplacé par d'autres mécaniques dans cette version du jeu. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a aussi des espions aussi que vous pouvez dissimuler entre différents emplacements, qui vous rapportent aussi des choses en plus tout au long de la partie. Donc c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs comme d'habitude. Bon, alors il y a les règles pour jouer en solo ou à 2 joueurs. Je pense que les meilleures parties c'est 3 ou 4 joueurs, et on peut même aller jusqu'à jouer jusqu'à 6 joueurs en équipe, si j'ai bien compris. Donc voilà, Dune Imperium Insurrection, donc c'est chez Lucky Duck Games, sous licence donc de Legendary, donc le fameux studio qui produit les 2 derniers films de Dune, donc avec les visuels, donc aussi qui sont les belles illustrations qui sont plutôt orientées autour des films. Et ben voilà, donc on avance pas mal dans l'émission. Que vous dire d'autre? On va passer vers la séquence suivante, où on a prévu justement notre invité. Alors, j'ai fait une interview donc de Bruno Breakpo, donc qui sort son premier roman, donc La quête de Séraphim, donc à compte d'auteur. Donc c'est dans l'univers, le monde des Nédor. C'est son univers, donc à savoir que Bruno est un rôliste de longue date, et que voilà, il apprécie la SF, la fantasy, comme moi. On a enregistré donc son interview dans les conditions du direct, que je vais vous retransmettre tout de suite dans l'émission. Et puis on se retrouve tout de suite après la découverte donc de la quête de Séraphim avec Bruno. Eh bien, comme prévu, on va parler plus précisément d'un nouveau roman, c'est La quête de Séraphim, et on reçoit, tant qu'à faire, celui qui est le mieux placé pour en parler, c'est-à-dire son auteur. Salut Bruno, bienvenue dans l'émission Ludopod. Eh bien, bonjour Olivier, et puis merci, je te remercie pour l'invitation, hein, de pouvoir avoir la chance de participer à ta chaîne YouTube. Eh ben, on va parler de ton roman qui, on va le dire tout de suite, est le premier, donc ça se passe dans un univers de fantasy, puis justement, je vais poser quelques questions sur ce nouvel univers, et puis surtout la manière dont tu as pu aborder l'écriture de ce premier roman. Pour commencer, on va peut-être te demander qui tu es en quelques mots, donc tu te présentes de la manière dont tu veux. Quelles sont par exemple tes inspirations ou tes auteurs préférés qui t'ont amené à l'écriture dans la fantasy? Eh bien, mes inspirations viennent beaucoup des univers, hein, un peu classiques, hein, de Tolkien, mais surtout, je dirais que ma romancière préférée, c'est Tanis Lee, qui a écrit Le Guide de la Terre plate, qui pour moi est un chef-d'œuvre absolu. Je vais en SF aussi, hein, bien entendu, Dune, que j'avais découvert dans mon adolescence, donc ça fait déjà quelques années. J'aime bien en fait les romans où tout n'est pas forcément hyper manichéen et où les personnages sont un petit peu pas forcément non plus parfaits et trop lisses, quoi. Ouais. Ouais. Justement, on parlera de tes personnages un peu plus loin. Donc tu viens avec ce premier roman, on va dire un nouvel univers que tu as baptisé Enedor. Alors je crois savoir que il est né aussi de ta pratique du jeu de rôle, on va pouvoir en parler.
Et comment as-tu dosé en fait la pure fiction avec, je crois, des souvenirs de parties de jeux de rôle, notamment Donjons et Dragons, dans ce roman? Dans un premier temps, j'avais pensé écrire, retranscrire en roman des parties de jeux de rôle. En fait, j'étais parti de là. Donc, j'avais créé un univers, bon, pas très éloigné hein, de Donjons et Dragons à l'époque. Et je vais commencer à écrire un roman et bon, très vite, je me suis aperçu qu'il fallait que je m'éloigne parce que de retranscrire une partie, parce que même en romançant, c'est pas tout à fait le même rythme, c'est pas tout à fait le même style d'écriture. Donc pour faire quelque chose qui soit vraiment intéressant, j'ai repris un peu mes bases, j'ai mélangé cet univers avec un jeu de rôle que j'avais commencé à concevoir dans les années 90 et que j'avais laissé de côté, hein, mais surtout, par exemple, toute cette partie qui concerne les 10 plans d'existence qui entourent le 11e plan et qui l'influencent. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà un peu décrit dans le roman et qu'on ressent. Et cette partie-là m'intéressait vraiment, je l'avais mis de côté pendant des années, et j'ai dit c'est peut-être le moment de la ressortir et de retranscrire une histoire dedans. Je m'étais aussi donné comme objectif, en créant ce premier roman, de faire un format assez court pour pas parce que un peu mon problème, c'est de mélanger les intrigues dans les intrigues et au bout d'un moment, ça devient un peu difficile à suivre. Donc il a fallu que je me batte un petit peu avec moi-même pour simplifier et de faire quelque chose, une histoire qui soit complètement aboutie. C'est-à-dire que là, si vous lisez la quête de Séraphim, il n'y a pas à attendre forcément une suite pour connaître la fin. L'histoire, elle est bouclée entière. Ce qui ne m'interdit pas de créer une suite avec les mêmes personnages quelques mois plus tard, euh, où je pourrais développer une autre aventure. Bon, on en parlera justement tout à l'heure. Et donc pour donner envie à nos auditeurs, qu'est-ce que tu peux nous dévoiler sur le contenu de l'intrigue du roman? Alors en fait, c'est une histoire qui se déroule sur un... Alors ça se déroule à la fois dans les airs, mais en fait, ça fait presque un univers clos. C'est-à-dire que les personnages vont se rencontrer dans ce cadre du désert, et deux d'entre eux vont trouver le troisième qui est dans un très mauvais état et vont l'aider à accomplir sa quête. Donc les personnages principaux, en fait, la première, c'est une guide qui est dans le désert et qui est une moine. Et elle appartient à l'église de Spatia, qui est l'église de l'espace, mais l'espace dans tous les sens du terme, pas forcément simplement les planètes et les étoiles, mais c'est aussi une église qui cartographie énormément et tous les secteurs du monde. Et donc, forcément, leurs guides sont extrêmement recherchés parce que ils connaissent tous les dédales du désert, par exemple. Mm. Et donc, cette moniale, elle a une autre caractéristique, c'est elle est verte. Alors, pourquoi elle est verte? Alors, on le découvre un petit peu plus loin dans le livre. Hein. En fait, elle a une ascendance qui est dryadique, voilà, comme on peut la voir. Donc, c'est une demi-elfe dryade, en fait. Hein, parce que les elfes dans mon univers sont tous marqués par un des 11 plans. Donc, et cette jeune femme donc va avoir à gérer un des passagers de sa caravane qui est un peu turbulent, qui est un nain, qui s'appelle Thoradin et qui lui doit se rendre dans une ville pour une mission qui lui a été confiée par le roi. Voilà. Et ce Thoradin, ben, il vient la voir affolé parce qu'il voit un fantôme qui arrête pas de le persécuter. Alors le problème, c'est que Thoradin est le seul à le voir. Il le voit, mais il ne l'entend pas. Donc il ne comprend pas ce que le fantôme lui veut. Et au bout d'un moment, ils arrivent à peu près à déterminer et à retrouver l'identité de ce fameux fantôme. Et ce qui va amener donc Carlyle et Thoradin à quitter la caravane pour aller à la recherche de l'endroit où ce personnage serait décédé. Et là, quand ils vont arriver sur site, aux surprises, ils vont certes retrouver le corps du fantôme, mais aussi un autre personnage vivant, lui, bien qu'en très mauvais état, qui s'appelle Séraphim. Et Séraphim, donc, va les entraîner, un peu malgré eux, dans une aventure où
où ils vont devoir affronter quand même un démon assez balèze. Mais ça, ce n'est que le début du roman en plus. C'est que le Tu début, m'en hein, as voilà. déjà dit beaucoup, mais en fait, ce n'est que vraiment que le Ce début. n'est que le début, hein, en fait. Voilà, Et ce que je dis moi, là, on peut le retrouver sur la quatrième de couverture, hein, je ouais, dirais. tout à fait. Mais Et je ne vais pas trop en dévoiler non plus. ouais, c'était juste un teaser, comme on disait, pour donner envie aux auditeurs. Moi, quand je l'ai lu, surtout sur cette partie-là, ça m'a donné un petit peu une ambiance Mad Max, peut-être que je me trompe, mais c'est vraiment enfin, je sais pas, une ambiance que tu as réussi à créer de fin du monde où la survie est importante, surtout dans le désert, et que voilà, le moindre mouvement est décisif. Et je crois que tu l'as retranscrit, en tout cas, ça m'a donné ce sentiment tout au début du roman. Il y a autre chose aussi qui m'a interpellé, c'est justement, tu as décrit un petit peu les personnages principaux, mais le roman s'appelle La quête de Séraphim, mais effectivement, c'est pas Séraphim qui est en couverture. Tous les héros, les trois héros principaux, on va dire, ils sont pour moi sur le même pied d'égalité. C'était volontaire de ta part de ne pas faire ressortir vraiment un héros, des héros parmi le roman. Oui, en fait, je voulais donner à chacun un rôle à peu près égal. Et alors, c'est vrai que bon, Carlyle était peut-être plus le côté avec lequel les lecteurs peuvent s'identifier, Mm. puisqu'en fait, c'est elle la guide dès le début, et donc elle va un peu guider le début de l'aventure. Thoradin, bon, il est plus, je dirais, là un peu pour faire, dans un premier temps, pour faire un peu rire, mais on va s'apercevoir que, au-delà du cliché du nain qui râle tout le temps, qui aime bien boire un coup et qui voilà, qui a ce côté bougon et un peu amusant, il y a aussi une personnalité derrière qui est loin d'être aussi simpliste qu'elle peut donner l'impression. Alors, il y a un chapitre, bien sûr, je ne vais pas trop le décrire, mais où il subit un interrogatoire et où, je dirais, où il arrive subtilement à retourner la situation vers lui. C'est là qu'on découvre qu'en fait, le personnage est loin d'être simplement un bébête, quoi. Euh, un peu naïf, certes, mais pas un bébête. En fait, il me sert un petit peu aussi à permettre au lecteur de prendre connaissance du monde, puisque lui, il vient d'une ville souterraine de nains, il n'est pas forcément au courant des us et coutumes de tout ce qui se passe en surface. Donc, il est aussi, pour moi, un biais assez facile et assez pratique pour expliquer des éléments du monde aux personnes qui vont le lire. Et enfin, donc, Séraphim. Séraphim, donc, je n'ai pas encore vraiment développé, mais enfin, dans l'interview, je veux dire, qui est un- une sorte de paladin. Son titre, c'est Répurgateur, donc du dieu de la loi, Lex. Et il est extrêmement borné hein, dans son rôle, un peu d'incorruptible, un peu fanatique sur les bords. Donc, pas forcément le personnage avec qui on aura envie de passer une soirée pour passer un bon moment, quoi. Mais le personnage, par contre, sur qui on peut compter si s'il faut aller face au danger. Voilà. Et Séraphim, donc, au fur et à mesure de l'histoire, on va commencer à voir des facettes de lui qui vont le montrer un petit peu plus humain. Hein. Et, et voilà. Mais c'est vrai qu'au début, son rôle va être plutôt un peu de forcer les deux autres personnages à le suivre dans sa quête, hein, qui consiste à récupérer des objets sacrés, hein, appartenant à son culte en plus, qui ont été volés par un démon. Alors, Et est-ce que bien entendu, alors, s'y comprendre pourquoi le démon l'a fait, quoi. Voilà. et cette volonté de mettre les héros sur le même niveau, est-ce que c'est pas aussi inconsciemment issu du jeu de rôle? Est-ce que c'est pas les joueurs en fait qu'on suit quelque part? Oui, il y a un peu de ça, effectivement. Quand je fais des jeux de rôle, hein, parce que j'en fais encore, je m'arrange pour que chaque joueur ait un lien plus spécifique avec l'univers du jeu pour lui trouver une implication personnelle. Donc je suis resté un petit peu dans cette idée, dans la conception des personnages, pour que chacun ait une raison de suivre cette aventure. Ce qui m'obligeait aussi à mettre un nombre de personnages un peu limité. Je ne pouvais pas en mettre 5 ou 6, c'était un peu compliqué. Et puis bon, sur un format très court de 200 pages, bon, c'était un peu difficile. 3 personnages me semblaient le bon équilibre.
Et donc là, chacun avait une raison particulière de suivre cette mission. Ouais, et puis je pense que ça t'a permis de développer la psychologie de chaque personnage de manière plus poussée, effectivement, que s'il y en Oui, avait oui, plus, comme tu l'as dit. oui, Euh, j'ai tenu effectivement à ce que leur psychologie soit présente et pas ouais, simplement des personnages, je dirais, qui représentent une capacité d'arme ou une compétence, quoi. ok. Ils ont aussi des défauts, hein. Et justement, quel a été ton processus d'écriture? Parce que en fait, c'est ton premier roman, on le redit. Est-ce que tu as suivi un plan ou est-ce que tu as écrit vraiment de manière empirique au fur et à mesure? J'ai fait un plan, c'est-à-dire que je savais d'où je partais, où j'allais et les étapes principales. Après, il y a des moments où j'ai un peu bifurqué par rapport à ce que j'avais écrit à l'origine, parce que j'ai découvert ce phénomène qu'on appelle l'écriture automatique, Mm. qui est qui est assez surprenant en fait. C'est quoi? C'est On a le un peu l'impression personnage de qui rentrer prend dans la une main sur forme de l'auteur? transe. Et il y a des choses qui se développent comme si les personnages disent non, non, on fait pas ça, je vais faire ça. Ouais, Quoi, comme c'est s'ils ça. prenaient vie d'eux-mêmes, quoi. Donc j'ai dévié de quelques aspects, sans regret d'ailleurs, hein, parce que je trouvais que ça apportait plus d'ailleurs que ce que j'avais prévu à l'origine. Mais sur le fond, oui, oui, du point de départ jusqu'à l'arrivée, je savais où je partais, où j'allais. Ouais. Ok. Bah, tout à l'heure, tu as évoqué qu'il y a une suite, un tome 2, on va dire, qui est déjà dans le four. Est-ce que tu peux nous en dévoiler quelques idées? Eh ben, alors je vais vous dévoiler quelques éléments, hein. En fait, voilà, donc là, quand je parlais de la caravane, elle se rendait jusqu'à une ville qui s'appelle Romédia. Et cette ville, eh ben, le tome 2 se passe à l'intérieur de cette ville et on découvre qu'il y a des éléments un peu inquiétants, des gens qui sont retrouvés avec le visage effacé. Et on va retrouver nos personnages dans cette aventure à la recherche du secret de ce qui se passe avec les gens qui ont le visage effacé. Et on verra donc les personnages qu'on a déjà rencontrés, d'autres aussi, des nouveaux, hein. Et aussi on va en apprendre un peu plus sur leurs histoires personnelles Ok. que je n'ai pas pu développer sur un format plus court. Là, le roman sera plus long, hein. J'en suis déjà au premier tiers et il fait déjà à peu près la longueur du roman actuel. Ok. Donc, Et l'univers d'Enedor, il est déjà défini chez toi ou c'est vraiment quelque chose que tu peux alors, rapidement on va augmenter? dire qu'il est défini dans les grandes lignes. En fait, j'ai déjà élaboré une carte, donc ça c'est mon côté rôliste, hein, Pas j'ai fait mal. une carte avec le monde des différents pays, mais bon, je me laisse totale liberté de modifier, bien entendu, en fonction des... Voilà. Bon, sachant que j'ai déjà à peu près une idée sur un troisième roman qui se passerait à Enedor, mais à un autre endroit avec d'autres personnages. Donc on est parti pour une trilogie. Ah, ça serait pas vraiment une trilogie, parce que là, celui-là, il se passerait avec d'autres personnages et à un autre D'accord. endroit. Donc Ok. Un ça se passerait dans le spin-off. même monde, mais ouais. Alors ce que je veux éviter, ce que je vais essayer de me tenir, hein, bon, je verrai si j'y arrive vraiment, c'est de faire en sorte que chaque histoire soit complète Hmm. et qu'on puisse la lire sans avoir forcément besoin de... Séparément. Ok. Ouais. Ça marche. Bah justement, pour l'instant, ce premier volume, donc tu l'as édité à compte d'auteur donc sur Amazon. Mais quelle est la portée que tu souhaites donner au roman là, dans les mois à venir, par exemple? Oh ben, j'aimerais bien entendu le faire plus connaître, hein, donc ça va être aussi la phase sur laquelle je vais m'atteler, hein, c'est-à-dire la partie promotion, etc. Comment le faire découvrir, donc bah, déjà par le biais de ton interview, et je t'en remercie, c'est déjà un premier pas. Et puis je compte aussi un peu sur le bouche à oreille. J'ai vu là sur Amazon qu'il y a des gens qui ont eu des commentaires que je connais pas, donc c'est déjà bon signe. Et voilà quoi, moi, j'espère que oui. Puis le but, c'est bon. Honnêtement, je fais pas ça pour m'enrichir, hein. Je veux dire, l'intérêt surtout, c'est de partager un peu mes histoires et mes univers. C'est surtout cet aspect-là qui m'intéresse dans l'écriture. Bon, en tout cas, moi, je vous conseille la lecture de ce premier roman de Bruno. On donnera bien sûr toutes
tous les liens pour se procurer le roman, donc soit en manière physique, comme je l'ai là sous la main, en papier ou en dématérialisé. Donc je crois que tu l'as mis sur différents formats pour des liseuses, pour ceux qui sont équipés de tablettes pour lire les romans. Et puis, bah, moi je te souhaite tout le succès possible avec ce roman. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose avant qu'on se Eh ben, quitte. bah écoutez, j'espère pouvoir encore vous distraire avec d'autres romans et j'espère que vous y prendrez goût et je te remercie encore une fois pour ta gentillesse et de m'avoir permis de m'exprimer. Pas de souci, moi, je suis curieux de lire la suite. C'est vrai que j'ai été très pris par tes personnages. Comme on le disait tout à l'heure, le fait qu'il n'y en ait que trois, enfin c'est pas justement un gage négatif, mais c'est vraiment un roman qui est très court mais très prenant en termes d'action et puis surtout de psychologie de personnage, avec plein de rebondissements. Et puis dedans, il y a aussi un gnome magicien, on l'a pas évoqué, mais qui est assez trublion dans l'affaire. Oui, Euh, oui, oui. Effectivement, il y a deux personnages, deux autres personnages, je dirais, qui sont un peu moins au premier plan, mais qui prennent un peu d'importance vers le milieu du roman, hein. Donc, un magicien un peu étrange que je vous laisserai découvrir, et une des méchantes qui n'est peut-être pas aussi méchante qu'elle en a l'air, et qui est vraiment, pour le moins, on peut dire, étrange. Voilà. Donc tout ça c'est dans la quête de Séraphim, donc je rappelle, je mettrai tout ça en description de la vidéo sur YouTube, et puis vous retrouverez donc Bruno bah, au détour d'un salon d'écriture, j'imagine. Bonne chance à toi, puis bonne chance au roman, et à bientôt. Ok, merci. Eh bien, comme on le disait, vous pourrez retrouver donc Bruno donc sur Amazon pour l'instant. Je vais vous donner bah, les liens, bien sûr, comme à l'accoutumée, dans la vidéo pour retrouver ces références. Donc Amazon, donc 13 € en format papier si vous le désirez, comme je me le suis procuré ici à l'écran, et 3,99 € pour ceux qui ont une tablette en format Kindle comme on dit. Il y a également un extrait, donc un échantillon si vous voulez aller lire le début de cette fabuleuse épopée, donc de la quête de Séraphine. N'hésitez pas. Il y a je pense une douzaine de pages qui vous sont offerts, donc toujours sur Amazon. Donc vous retrouvez le lien en description de la vidéo de l'émission comme d'habitude. Il n'y a pas de souci là-dessus. Eh bien c'était la séquence on va dire roman, SF et fantasy. J'ai pas plus d'informations, enfin de contenu on va dire ce mois-ci. Au niveau BD c'est un peu ça c'est un peu tari, et au niveau lecture bah, je vous reparlerai des différentes lectures suite à l'émission de Noël qu'on avait fait autour du top 5 de mes lectures effectuées en 2024. On bascule donc directement à la séquence suivante si vous l'aimez, c'est la fameuse séquence musicale. Donc je vous mettrai en lien donc Twilight of the Gods, donc c'est en fait la musique de la série animée que vous pouvez retrouver sur Netflix, notamment exécutée en musique par monsieur Hans Zimmer, rien que ça. Twilight of the Gods, c'est en fait une série animée donc de Netflix avec comme sujet principal la mythologie viking. C'est vraiment génial. C'est pour les adultes par contre, donc c'est un petit peu comme Vox Machina. C'est à pas mettre entre toutes les oreilles. Il y a des scènes assez hardcore tout au long de ces épisodes. Je crois qu'il n'y en a que 8. On reste un peu sur sa fin d'ailleurs à la fin est assez intrigante, donc je vous renvoie là-dessus. On y retrouve bien sûr Thor, Odin et toute la clique, avec un Thor qui n'est pas abordé comme celui dont on a l'habitude chez Marvel, qui est bien gentil. Celui-ci, il est plus, je pense, dans la vérité mythologique, on va dire, nordique. Et bah, la musique est tout aussi prenante, donc jetez-vous sur Spotify notamment pour écouter l'ensemble de ces 18 titres.
Hans Zimmer a également exécuté la musique des films de Dune, hein, vous pouvez retrouver également sur la même plateforme. C'est tout aussi bien, mais voilà, allez-y, jetez un œil également à Twilight of the Gods. Moi ça m'a bien animé cette série justement d'animation avec un sujet bien adulte et qui vous permet de réviser un petit peu votre panthéon nordique des dieux d'Asgard, un petit peu comme avait donné envie à l'époque les chevaliers du Zodiaque pour réviser sa mythologie grecque. Bah là c'est un petit peu la même chose, on a envie de se replonger dans les dieux nordiques et l'influence qu'ils avaient sur les mortels, c'est tout le sujet de Twilight of the God. Voilà. Et ben on va se quitter là-dessus, mais juste avant, comme d'habitude, on se dirige vers la citation qui donne à réfléchir. Et cette fois-ci, ce mois-ci, je vous propose un adulte créatif est un enfant qui a survécu. Donc c'est une citation de Ursula K. Le Guin, qui est une auteure réputée de science-fiction, qui n'est plus à présenter. Et puis, un adulte créatif, c'est un enfant qui a survécu. Ça me définit bien aussi. Moi, je m'y retrouve bien dans cette définition. Ça fait bien plaisir. Donc voilà. Eh ben, écoutez, je pense que j'ai rien oublié. L'émission vient de dépasser ses 40 minutes. On est dans le format. Merci encore à tous ceux qui nous suivent. J'ai retrouvé ma barbe pour ceux qui ne l'avaient pas encore constaté. Et puis, on se retrouve tout au long des autres vidéos de la chaîne. Il y aura toujours du Rock Dungeon pour ceux que ça intéresse, des ouvertures de Booster Magic également pour les passionnés du jeu. Et je prévois peut-être aussi à l'avenir des parties filmées. Peut-être on a dans les cartons du HeroQuest, pourquoi pas, se faire une petite partie de HeroQuest sous la caméra, et puis on orchestrera tout ça sous la bannière Ludopod à venir. Voilà, je vous souhaite un bon jeu à tous, vous pourrez reprendre une activité normale, et rendez-vous le mois prochain pour le Ludopod numéro 6. Salut, ciao.